Bonjour les étudiants, Eric avec vous. On poursuit notre série sur les outils d'observation. Maintenant, on va parler ensemble de deux outils en un, le questionnaire et l'entrevue. Évidemment, on en parle ensemble puisqu'ils vont ensemble, ils peuvent être dissociés, pardon, mais souvent on va les utiliser les deux ensemble. Donc, cette vidéo sera un peu plus longue que les deux précédentes, évidemment, puisque ce sont des outils qui demandent un peu plus de particularité. Il y a plusieurs éléments à tenir en compte dans ces outils-là. Et d'ailleurs, dans notre prochain cours ensemble, nous allons mettre beaucoup l'emphase dans la pratique sur le questionnaire et l'entrevue. Alors, sans plus tarder, on commence avec le questionnaire. Alors, quelles sont les fonctions du questionnaire? Et tout le monde connaît les questionnaires, tout le monde a déjà rempli un ou des questionnaires, ne serait-ce qu'un questionnaire médical à la clinique, des questionnaires d'entrevue, des questionnaires, bref, c'est rempli de questionnaires autour de nous. Alors, quand on parle de questionnaire, vous avez déjà une idée de ce dont on parle. Alors, un questionnaire, ça permet d'obtenir des informations sur une personne ou sur un contexte ou même sur un environnement sans devoir se déplacer. Alors ça, c'est vraiment un avantage du questionnaire puisque généralement, on le transmet soit en main propre ou par courriel et on demande aux gens de remplir le questionnaire, donc on n'a pas à se déplacer pour aller récupérer de l'information. Ça permet de rejoindre un grand nombre de personnes rapidement et de façon très efficace. La beauté du questionnaire, en fait, et une de ses particularités, c'est qu'on peut le faire remplir, évidemment, à plusieurs personnes pour aller chercher un regard différent sur des mêmes éléments. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, particulièrement. Contrairement à l'entrevue, le questionnaire, lui, permet au répondant de prendre le temps de réfléchir à ses réponses. Dans une entrevue, c'est pas toujours évident hein, puisque la personne se sent un peu pressée par l'intervieweur, alors que derrière un questionnaire, les gens peuvent vraiment prendre le temps de réfléchir à leurs réponses dans un environnement dans lequel ils sont confortables. Alors, ce sont les principales fonctions du questionnaire. Maintenant, dans un questionnaire, il y a, figurez-vous donc, des questions, mais il y a principalement deux types de questions. Alors, on parle des questions à réponse fermée et des questions à réponse ouverte. Alors, on va regarder en quoi ça consiste. Par exemple, de réponse fermée. Aimez-vous les raisins? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Les questions à réponse fermée sont plus faciles à compiler. Vous aurez compris que dans la réponse qu'on va obtenir, on va obtenir à la réponse aimez-vous les raisins soit un oui, soit un non, soit un je ne sais pas ou encore un je ne veux pas répondre. Mais les réponses sont quand même limitées. D'accord? Donc, ça fait en sorte que c'est plus facile à compiler à la fin lorsqu'on sera à l'étape de l'analyse et du traitement de l'information. Par contre, le désavantage des questions à réponse fermée, c'est que ça fournit des réponses qui sont très partielles. Alors, c'est limité dans l'élément qu'on va aller chercher comme information et les réponses, bien, ils sont plutôt partielles. Hein? Un oui, un non. Donc, moi, j'aime bien dire que ça coûte cher une question à réponse fermée puisque tout l'espace que ça prend sur un questionnaire, aimez-vous les raisins, tout ça pour savoir si la personne aime les raisins. L'exemple est un peu superflu, vous avez compris, mais tout ça pour obtenir une seule réponse. Donc, il y a possibilité d'avoir plus de questions à réponse ouverte qui vont nous permettre d'aller chercher plus d'informations, vous allez voir, à mesure qu'on va avancer. Donc, les questions à réponse ouverte. Par exemple, qu'est-ce que vous aimez faire dans vos loisirs? Alors là, vous aurez compris qu'on ne peut pas répondre par oui, non, peut-être, je ne sais pas ou ne veut pas répondre. À la limite, ne veut pas répondre, quelqu'un pourrait dire ça, mais ça implique une réponse détaillée de la part du répondant au questionnaire. Alors, ça prend plus d'espace en termes de réponse parce que c'est une question à réponse ouverte. Donc, on doit laisser des lignes dans le questionnaire pour que la personne écrive. Mais ça nous donne vraiment beaucoup plus de richesse
dans les réponses. Alors, parfois, les questions à réponse ouverte seront interrogatives, parfois affirmatives. Dans l'exemple que vous avez un peu plus haut, c'est interrogatif. Hein, qu'est-ce que vous aimez faire dans vos loisirs? Ça pourrait être aussi une question affirmative du type vous aimez vous aimez jouer au Scrabble dans vos loisirs? Donc, c'est plutôt affirmatif. Bon, je l'ai dit avec un ton interrogatif, là, mais il y a différentes variantes finalement dans la question à réponse ouverte. Ce type de question est plus difficile à compiler. Vous aurez compris, hein, puisque là, ça peut s'en aller dans toutes sortes de directions et dans une seule question, la personne peut nous donner une multitude d'informations, parfois même des informations pour lesquelles on n'attendait pas de les avoir. Hein. Donc, c'est difficile à compiler là, parce qu'il faut vraiment, après ça, décortiquer les réponses à questions ouvertes pour aller chercher les éléments essentiels dans notre compilation qu'on fera à la fin. Et le questionnaire, par contre, permet des réponses qui sont plus élaborées et pertinentes. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très intéressant à faire et à administrer et aussi à regarder comme résultat. Donc, on revient avec nos questions-réponses fermées, questions-réponses ouvertes. Sachez qu'il est important de savoir ce que vous recherchez comme réponse. Ça va de soi pour choisir la bonne formule. Vous devez vraiment vous demander, et c'est ce qu'on va expérimenter en classe, mais vous devez vraiment vous demander, mais qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux avoir comme élément de réponse? Quelles sont mes centrations? Et à partir de vos centrations, de ce que vous cherchez vraiment, vous allez pouvoir élaborer des questions à la fois pertinentes, mais aussi choisir le bon type, le bon type de question. Par exemple, d'une même information que vous pouvez obtenir selon qu'une question est à réponse ouverte et ou fermée. Regardez bien, vous allez voir, c'est quand même assez évident. Là, une fois qu'on voit l'explication, ça nous saute aux yeux. Je donne un exemple d'une question à réponse fermée. Le matin, est-ce que Marie fait son lit? Alors là, évidemment, on cherche à comprendre, si on regarde un peu plus, en arrière de cette question, qu'est-ce qu'il y a? Posez-vous cette question pendant que je vous parle. Donc, la question, je la répète, le matin, est-ce que Marie fait son lit? Donc, on peut s'imaginer qu'on cherche ici à comprendre comment Marie fonctionne le matin, c'est quoi sa routine, ou peut-être qu'on cherche à comprendre si elle a une certaine discipline ou non. Bref, on peut émettre ici quelques hypothèses sur une centration possible. Mais vous aurez compris que dans cette question, la réponse sera, encore une fois, soit oui, soit non, soit je ne sais pas, soit parfois, enfin qu'on pourrait avoir comme option de réponse. Mais nous avons des options de réponse qui sont limitées et au final, avec cette question, tout ce qu'on saura, c'est si Marie fait son lit ou pas. Alors, si notre centration était, par exemple, ici, de comprendre la routine matinale de Marie, eh bien, vous aurez compris qu'il faudrait qu'on pose quelque chose comme 6, 7, 8, voire plus que 8 questions à réponse fermée pour finalement avoir une vue d'ensemble de sa routine matinale. Alors qu'on peut tout regrouper ça en une seule question à réponse ouverte. Par exemple, quelle est la routine de Marie le matin? Alors vous voyez maintenant que je vous affiche cette question à réponse ouverte. Je suis convaincu que ça vous fait un sens, que vous saisissez un peu mieux la notion, les distinctions entre les questions à réponse fermée et réponse ouverte. Et vous aurez bien compris que les questions à réponse ouverte, même si elles sont plus difficiles à compiler, il y a quand même une économie de temps et d'énergie dans la question à réponse ouverte, puisque en une seule question, on aura l'ensemble des informations nécessaires sur ce que l'on recherche. Maintenant, supposons que nous avions un questionnaire avec, par exemple, 7 ou 8 questions. Eh bien, si les questions étaient toutes fermées, on aurait l'équivalent d'une seule question à réponse ouverte, comme l'exemple ici. Alors que si on utilise davantage des questions à réponse ouverte, avec 7-8 questions à réponse ouverte, imaginez toute l'information qu'on peut obtenir par simplement 7 ou 8 questions. Alors vraiment, là, on ouvre nos horizons beaucoup plus grands.
Alors, c'est très important, le plus possible, de questionner plusieurs personnes pour obtenir différents points de vue. Je l'ai nommé tout à l'heure, c'est important et je l'ai aussi nommé dans la première vidéo qui portait sur l'observation libre. C'est vraiment important quand on fait de l'observation d'aller chercher un ensemble d'observations, soit de différentes personnes ou dans des contextes différents. Il faut vraiment qu'on varie la source de nos données. Donc, dans le cadre d'un questionnaire, la façon de varier la source de données, c'est d'essayer de questionner le plus de gens possible. Par exemple, supposons que Marie est une adolescente, on pourrait bâtir un questionnaire euh, pour lequel les mêmes questions seront posées à la fois au père, à la fois à la mère et à la fois à Marie. Alors là, on se retrouverait pour les mêmes questions à avoir trois points de vue différents. Et à l'intérieur de ces points de vue différents, ce qui devient vraiment intéressant dans la portion analyse, ça va être de regarder quelles sont les divergences et les convergences dans les réponses de l'un et l'autre des individus ou des répondants. D'accord? Donc ça devient vraiment intéressant parce que, par exemple, supposons que Marie, dans son questionnaire, bon, elle répond aux questions et ce qui en ressort de son questionnaire, c'est que elle a une bonne routine le matin, qu'elle fait son lit, qu'elle fait ceci, qu'elle fait cela, bref, qu'elle est autonome dans sa routine. Et quand on regarde le questionnaire de papa, on voit des réponses similaires, mais le questionnaire de maman, il nous décrit une Marie qui n'a pas vraiment une routine, en fait, pas une routine vraiment autonome, qui est une routine qui n'est pas constante, qui n'est pas stable. Alors là, soudainement, on se retrouverait avec des réponses qui seraient divergentes. Et cette divergence va nous amener à peaufiner ou aller un peu plus loin dans les questions. Donc, on pourrait revenir avec une entrevue téléphonique avec la mère ou une entrevue avec Marie, une entrevue avec le père, pour aller à ce moment-là chercher des réponses à des questions un peu plus pointues. Alors, quand vous voulez administrer un questionnaire à plusieurs personnes, par contre, il est pertinent de choisir un plus grand nombre de questions à réponse fermée pour faciliter la compilation des données. Alors, c'est là où ça ne devient pas évident. Donc, quand on parle à plusieurs personnes, je ne vous parle pas de deux, trois personnes, mais je parle, si par exemple vous vouliez administrer un questionnaire à 7, 8 ou 10 personnes différentes, alors là, on a un grand échantillon. Et lorsque vous avez des grands échantillons, si vous avez plus de réponses à questions, de questions à réponse ouvertes, vous allez vraiment trouver ça difficile, long et fastidieux de faire la compilation des données. D'accord? Et alors, là, on perd de la pertinence. Donc, à 2, 3 ou 4 personnes, pour administrer un questionnaire, 2, 3 ou 4 répondants, on peut se permettre des questions à réponse ouverte. Mais lorsque vous avez vraiment un plus grand nombre de personnes, il faut privilégier les questions à réponse fermée. Le choix de plus de questions à réponse ouverte, il demeure pertinent quand vous voulez aller vraiment en profondeur dans les questions et que le questionnaire est administré à un nombre restreint de personnes. Donc, il faut bien comprendre pour terminer cette slide que par rapport au questionnaire, vos questions à réponse ouverte vont vraiment vous apporter une plus grande précision que les questions à réponse fermée. Donc, c'est sûr que ça nous donne plus de jus, ça nous donne plus d'informations et c'est beaucoup plus pertinent. Mais d'emblée, je vous dirais que la plupart du temps, les questionnaires vont alterner entre des questions à réponse fermée et des questions à réponse ouverte. Les types d'observations applicables dans le questionnaire, on parle d'allo-observation. C'est assisté, donc évidemment, parfois le questionnaire sera administré en même temps qu'une entrevue. À ce moment-là, c'est assisté. C'est plutôt systématique, donc via un questionnaire, généralement, on cherche vraiment des informations spécifiques. Hein, on a une centration, on veut vérifier quelque chose de précis. Et ça s'effectue dans un contexte clinique. Parfois participant lorsque le questionnaire sera administré en même temps qu'une entrevue, mais juste le questionnaire, c'est clinique. À éviter dans un questionnaire. Alors ça, c'est vraiment important et ça fera partie des pièges potentiels de l'exercice en classe. Les questions vagues.
Alors, c'est quoi une question vague? C'est une question qui renferme des qualificatifs. Par exemple, bon, beau, gentil, souvent, parfois, toujours. Bon, tous ces termes qui sont plutôt subjectifs vont rendre des questions plutôt vagues. Par exemple, est-ce que vous vous trouvez bon dans les sports? Alors, cette question, elle est vague et elle devrait être remplacée par une question plus précise, comme par exemple, quelles sont vos principales qualités dans les sports? Ou dans quel type de sport performez-vous le plus? Vous voyez donc, il y a vraiment possibilité de modifier les questions. En vous l'expliquant, c'est certain que vous vous dites que ça fait bien du sens, mais vous allez voir en l'exerçant que, comme on n'est pas habitué à faire des questionnaires, c'est pas toujours évident et on tombe parfois dans le piège des qualificatifs. Autre piège, un questionnaire trop long. Vous aurez compris, vous le savez, en général, les gens n'aiment pas ça, remplir des questionnaires. Donc, si votre questionnaire il est trop long, eh bien, les gens ne vont soit pas répondre ou soit vont répondre rapidement pour se débarrasser. Donc, il faut éviter les questionnaires trop longs. Et trop long, ben, c'est difficile à dire qu'est-ce qu'un questionnaire trop long en termes de nombre de questions. Ça dépend toujours, mais je vous dirais que d'ordre général, lorsqu'on dépasse une dizaine de questions, là, c'est vraiment trop long. Donc, il faut le plus possible se limiter et encore là, ça dépend des répondants. Par exemple, si vos répondants à un questionnaire, ce sont des professionnels, eh bien, on peut s'attendre de leur part une capacité de concentration, un effort supplémentaire professionnel pour répondre à peut-être un questionnaire un peu plus long. Mais si les répondants sont, par exemple, un adolescent, un enfant, un parent, eh bien, ces gens ne voudront pas un questionnaire trop long. Alors, il faudrait vraiment y aller de façon plus courte. Et c'est préférable d'utiliser peut-être 2 questionnaires étalés dans le temps qu'un seul questionnaire trop long. Donc, par exemple, on pourrait prendre un questionnaire plus court, administrer un questionnaire auprès des personnes et 2 ou 3 semaines plus tard, revenir avec un deuxième questionnaire. Donc, nous, on sait que ça serait un questionnaire divisé en deux, mais les gens vont plutôt y voir 2 questionnaires différents, plus courts. Donc, il y a plus de chances, c'est un petit truc que je vous donne, là, il y a plus de chances que les gens répondent là, de façon plus attentive aux questions. Surtout si dans votre questionnaire trop long, vous avez plein de questions à réponse ouverte, ah bien là, les gens aiment bien les questions à réponse fermée. C'est très court et très rapide, mais les questions à réponse ouverte, là, ça peut être long. Autre piège à éviter, des questions trop personnelles ou intrusives. Vous allez rire, mais j'en ai vu vraiment de toutes les couleurs. Euh, Évidemment, sauf pour les questionnaires anonymes. Donc, c'est toujours possible dans un questionnaire de les faire anonymes. Lorsque c'est le cas, vous devez utiliser des enveloppes scellées. Vous devez vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour que les gens... On ne peut pas juste dire que c'est anonyme, il faut que les gens comprennent bien le processus de l'anonymat, puis qu'ils soient rassurés dans l'anonymat, non pas par des mots, mais par une procédure. D'accord? Par exemple, on va leur fournir avec le questionnaire une enveloppe scellée. On va leur demander de mettre le questionnaire, de ne pas écrire leur nom et d'ensuite insérer le questionnaire dans une enveloppe scellée. Et sur l'enveloppe scellée, il n'y a aucun nom, il n'y a qu'une adresse de retour, par exemple. Euh, donc, de cette façon, les gens s'assurent d'un anonymat. Mais quand ce n'est pas anonyme, eh bien, il faut éviter les questions trop personnelles ou intrusives. Par exemple, regardez-vous des vidéos porno pour vous détendre. Ah, j'ai choisi cette question pour attirer votre attention et vous rigolez certainement en m'écoutant et en voyant cette question, mais euh, bon, alors là, il faut se demander qu'est-ce que vous voulez savoir par cette question. La question peut être reformulée autrement, qui va être de façon moins personnelle ou intrusive. Par exemple, que faites-vous pour vous détendre? Et là, si la personne veut répondre qu'elle visionne des vidéos porno, alors là, ben c'est libre à elle, hein? Mais ce sera à elle à décider si elle veut s'ouvrir sur cette question. Voilà, je pense que vous avez bien compris ces 3 différents pièges. Il y en a évidemment d'autres, mais ce sont les 3 principaux pièges dans lesquels la plupart du temps on tombe et dans lesquels la plupart des étudiants tombent également dans les exercices. Voici un exemple de questionnaire.
Alors, ben, je vous laisse le regarder pendant que je vous parle. On voit ici qu'on a une introduction. Donc, dans tous les questionnaires, ça vous prend une introduction et ça vous prend, dans le fond, un accueil et des consignes. D'accord? Donc, par exemple, merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire. Nous souhaitons que vous puissiez répondre au meilleur de votre connaissance aux questions identifiées. Pour les questions à réponse fermée, merci de ne choisir qu'une seule réponse. Donc, c'est important à préciser, hein, parce que si les gens cochent plusieurs réponses dans votre compilation, vous allez être un petit peu embêté. Et ça va briser un peu votre compilation. Et donc, c'est important de le mentionner. Ou peut-être des fois, vous dites, vous pourriez dire, vous pouvez choisir plus qu'une réponse. Donc, ça dépend de ce que vous recherchez. Bon, je continue la lecture. Veuillez, s'il vous plaît, nous retourner ce questionnaire dans l'enveloppe préaffranchie au plus tard le 5 novembre. Alors, mettre une date limite de remise du questionnaire, c'est vraiment important parce que je vous le dis là, et ça c'est une des limites du questionnaire, et c'est vraiment embêtant, mais il faut souvent courir après les gens pour récupérer nos questionnaires. Ça c'est la partie un peu fatigante qui fait partie de la réalité. Donc, c'est important de mettre une date. Ça ne veut pas dire que les gens vont la respecter, mais au moins, vous mettez une date. Et assurez-vous peut-être de faire un suivi. Donc, si vous mettez par exemple le 5 novembre comme date limite, eh bien, le 1er novembre, vous pourriez envoyer une notification, un courriel ou relancer finalement les gens pour leur rappeler la date du 5 novembre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retrouve ensuite ici sur ce questionnaire? Eh bien, on a les identifications. On identifie la personne répondante. Lorsqu'on a déjà un nom, on sait qu'on envoie ça à une personne spécifique, on va mettre le nom. Ici, je l'ai laissé ouvert puisque, bon, si on l'envoie par exemple à plusieurs répondants, la personne aura à inscrire son nom. Personne concernée par les questions, donc le sujet d'observation, c'est Madame Perlin ici. Nom du responsable du questionnaire, bon, Éric Lévesque, éducateur. Et on va inscrire la centration sur le questionnaire. Et c'est important que les gens qui remplissent le questionnaire comprennent qu'est-ce qu'on cherche comme information, où on veut aller. Certaines personnes n'en tiendront pas compte, mais ceux qui raisonnent un peu plus, qui prennent le temps vraiment d'essayer de comprendre, eh bien, trouveront une réponse à leur question ici. La centration, donc, comprendre le fonctionnement quotidien de Mme Perlin au plan de l'autonomie. Troisième section, on retrouve ici une question à réponse ouverte. Alors là, l'ordre des questions n'est pas vraiment important lorsqu'on parle de questions à réponse ouverte ou fermée. C'est juste important d'avoir un ordre logique ou séquentiel. Il faut se mettre dans la peau du répondant. Donc, essayez d'y aller de façon la plus logique possible dans l'ordre des questions. Alors, question 1. Quels sont les principaux passe-temps de Mme Perlin? Donc, ici, on a une question à réponse ouverte. Vous voyez, on laisse des lignes. Donc, on laisse un espace pour la réponse. Question numéro 2. C'est une question à réponse fermée. À quelle fréquence Mme Perlin choisit-elle d'être seule pendant les périodes d'activité au centre? Alors là, on donne 4 choix de réponse, donc jamais, parfois, souvent et toujours. C'est une option. On pourrait choisir d'autres échelles. Par exemple, on pourrait mettre une ligne avec des chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et demander aux gens de cocher une estimation entre 0 et 10. 0 étant jamais, 10 étant toujours. Alors, il y a différentes options, mais ça, on va les aborder en classe dans les exercices. Question numéro 3. Est-ce que Mme Perlin est capable de marcher sans un support technologique? Nous avons ici une deuxième question à réponse fermée. Vous voyez ici, pour une même question à réponse fermée, nous avons une échelle de réponse qui est différente. Cette fois-ci, c'est oui, non, parfois, ne sais pas. Alors, vous voyez que dans les choix de réponse pour les questions à réponse fermée, alors on peut varier. Il faut vraiment qu'on réfléchisse quand on construit un questionnaire sur les types de réponses potentielles auxquelles on s'attend. D'accord? Et un petit merci dans le bas de la page. Alors, c'est un questionnaire très court, évidemment, c'est juste un modèle. Vous pouvez donc alterner entre les questions à réponse fermée et questions à réponse ouverte. L'important, c'est juste qu'il y ait un certain sens. Donc, par exemple, si ici, je parle des périodes d'activité au centre, donc du fait d'être seul,
Je ne vais pas poser deux, trois questions et revenir, mettons, avec la question 6, encore sur une question qui touche le même thème que celui-ci. D'accord? Donc, le truc que je vous donne, c'est d'essayer de voir dans vos questions, est-ce que vos questions regroupent des thèmes? Et en fonction de ça, ben, regroupez vos questions par thème. Ici, la question 1, le thème, c'est les passe-temps. Question 2, c'est la solitude lors des activités. Question 3 porte sur les capacités liées au support technologique. Donc, ce sont trois thèmes différents ici. Donc, si je ramène d'autres questions qui touchent les mêmes thèmes, il faudrait que je les mette ensemble, donc que je les regroupe. Ayez un ordre logique dans la suite des questions, c'est ce que je viens de vous dire, donc par thème, par contexte. Donc, je reviens sur cette slide, c'est la dernière concernant le questionnaire, donc j'espère que pour vous, c'est assez clair. J'ai nommé quand même beaucoup d'informations et dans le livre de Landry, vous avez d'autres éléments d'informations. Donc, vous avez déjà lu, si vous regardez la vidéo, vous avez lu la section du livre de Michel Landry dans Processus clinique. Alors, on revient avec ça en classe dans les exercices. L'entrevue. Alors, l'entrevue, c'est vraiment intéressant. Moi, je préfère d'emblée les entrevues au questionnaire. Il n'y a pas pour autant moins de travail dans l'entrevue, mais c'est vraiment c'est différent parce qu'il y a il y a la réalité humaine, donc la relation humaine, ce qu'on n'a pas dans le questionnaire. Alors, l'entrevue doit être soutenue par un questionnaire pour guider votre processus d'entrevue. Les éléments de préparation de vos questions sont donc les mêmes que pour le questionnaire. Donc, évidemment, hein, si vous préparez une entrevue, vous préparez vos questions. Donc, à défaut de construire un questionnaire comme on vient de voir dans les dernières slides, il faut quand même une série de questions. Il faut que vous prépariez, que vous pensiez à vos questions d'avance. Vous n'allez pas arriver comme ça dans une entrevue et improviser, sauf certains contextes d'entrevue qu'on verra dans quelques minutes. Alors, l'avantage de l'entrevue, c'est l'aspect humain. Alors, au-delà des écrits, vous allez pouvoir associer le non-verbal. Et ça, c'est vraiment fascinant. Parce que dans un questionnaire, les réponses sont statiques. Mais dans l'entrevue, vous avez tout le non-verbal, vous avez l'émotion. On peut lire beaucoup de choses chez la personne et même des fois détecter des divergences entre la réponse verbale et le non-verbal. Et ça nous permet d'ajouter des questions qu'on n'avait pas prévues au départ, mais qui vont nous permettre de mieux comprendre ou d'aller plus en profondeur. Donc, vraiment, l'entrevue, c'est franchement intéressant. Ça vous donne beaucoup plus de détails sur les réponses, évidemment. Et un autre avantage réside dans l'interaction pendant l'entrevue. Donc, comme je viens de vous dire, les réponses de la personne vont vous inspirer d'autres questions que vous n'avez pas prévues. Et de cette façon-là, mais ça va vous donner une plus grande richesse là, dans les informations que vous allez recueillir. Donc, c'est idéal pour obtenir des informations qui sont sensibles, qui sont plus personnelles, qui sont plus intrusives. Tout à l'heure, on a parlé des questions personnelles et intrusives dans un questionnaire. Ça n'a pas vraiment sa place. On ne sait pas comment les gens vont interpréter avec un questionnaire la question. Hein. Peuvent se sentir outrés, peuvent se sentir blessés, et on n'est pas là pour récupérer et voir ces éléments-là. Alors que dans l'entrevue, ben, on peut. Juste à sentir, si par exemple, je recommence. Par exemple, supposons que vous avez prévu une ou deux questions, qu'en les prévoyant dans l'entrevue, vous savez elles sont sensibles, qu'elles peuvent faire réagir la personne. Eh bien, dans l'entrevue, vous allez sentir, au moment de poser la question, vous allez sentir si c'est le moment ou si vous pouvez effectivement vous permettre de la poser ou non. Et donc, parfois, on a des questions qu'on prévoit et que rendu à l'entrevue, on ne pose pas les questions ou on les restructure différemment en fonction de la situation, du contexte, de l'état émotif de la personne. Donc, l'entrevue demande un grand savoir-être dans votre approche. C'est pas une relation d'aide, mais tout de même, c'est tout votre savoir-être qui va faire que la personne va être à l'aise de répondre aux questions ou pas. Donc, le défi pour vous, c'est de rester centré sur l'entrevue malgré les émotions. De ne pas tomber dans la relation d'aide. Parce que quand vous allez faire une entrevue, vous avez un objectif, vous devez obtenir de l'information,
Et puis, il faut trouver le juste équilibre entre la centration sur l'entrevue, donc le faire, et l'être. Donc, c'est cet équilibre entre le faire et l'être qui est pas toujours évident et qui demande une certaine expérience. Euh, Parfois, il faut aussi savoir quand s'arrêter, hein. Donc, moi, j'ai vu des gens qui poussaient l'entrevue et que malgré que la personne manifestait de façon non verbale soit un désintérêt ou une émotion qui fait qu'elle était plus réceptive, j'ai vu des intervieweurs continuer et vouloir à tout prix avoir réponse à leurs questions. Donc, il faut vraiment être capable de juger là, de la situation. Donc, ça vous prend un grand savoir-être dans l'entrevue. Il y a des défis, bien sûr, à l'entrevue, entre autres l'aspect humain et relationnel. Euh, le questionnaire qu'on parlait tout à l'heure, je ne l'ai pas abordé, mais le questionnaire en lui-même réduit beaucoup les biais, alors que dans l'entrevue, nos fameux biais reviennent en force. Donc, c'est un des défis, c'est le biais qui est lié à l'aspect humain et relationnel. Comme on est en interaction, on est en relation, il y a vraiment toutes sortes de choses qui se passent dans cette énergie qu'il y a entre deux êtres humains, donc l'intervieweur et l'interviewé. Et ben forcément, ça entraîne des biais. Donc, il faut qu'on reste attentif à ces éléments-là, à ces biais-là, pour ne pas se faire piéger. Notez les réponses. Alors là, vous avez compris, en entrevue, contrairement au questionnaire, on est dans un contexte participant. Donc, c'est vraiment pas évident là, de à la fois écrire, noter les réponses, tout en continuant d'écouter la personne qui va pas nécessairement arrêter de parler parce qu'on écrit. Donc, vous allez le voir par l'expérience, par la pratique, c'est vraiment pas toujours facile là, de prendre des notes. Et puis, il y a tellement d'informations dans une entrevue que, bon, là, la mémoire peut nous jouer des tours. Donc, c'est important qu'on prenne des notes, mais on doit savoir exactement, et encore là, c'est l'expérience qui va vous emmener ça, mais on doit savoir exactement qu'est-ce qu'on doit noter de vraiment important et pertinent. Euh, des choses qu'il faut vraiment pas oublier là, dans les réponses. Donc, il faut filtrer les réponses en même temps qu'on écoute la personne, qu'on pense à notre prochaine question, qu'on détecte ses sentiments, ses émotions. Alors, vous avez vu qu'il y a vraiment beaucoup de défis là, liés à l'entrevue. Compiler les données qualitatives. Alors là, au même titre que le questionnaire avec des questions à réponses ouvertes, là, ce sont des réponses ouvertes hein, dans l'entrevue. On ne va pas poser beaucoup de questions qui ont une réponse oui-non. Ça va nous arriver. Mais la plupart des questions d'une entrevue sont des questions à réponse ouverte. Donc, là, ça devient vraiment parfois fastidieux là, de compiler les données parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et d'informations. Donc, ça reste un défi de l'entrevue, plus grand que celui du questionnaire. Et enfin, la précision des questions. C'est important qu'on soit précis dans nos questions. Si on n'est pas précis, parfois ou maladroit, parfois la personne peut mal réagir, peut avoir une interprétation négative et on peut briser un peu le fil d'une entrevue avec des questions imprécises. Et puis, dans l'imprécision de nos questions, on va perdre de la crédibilité face aux répondants, hein, donc à la personne qui est interviewée. Et si on perd de la crédibilité, ben, la personne va perdre de la motivation et de l'intérêt dans ses réponses à nos questions. On continue. On a trois types d'entrevues. Donc, on termine avec cet élément théorique. L'entrevue structurée, l'entrevue semi-structurée et l'entrevue non structurée. Alors, on va commencer par l'entrevue structurée. Qu'est-ce que ça veut dire une entrevue qui est structurée? Mais ça veut dire que le contenu de l'entrevue, il est structuré avec beaucoup de minutie. On a une centration, certes, mais on a vraiment pris le temps de réfléchir à chacune de nos questions et on s'en va avec une entrevue structurée, donc on s'en va vraiment avec des questions très précises et finement précisées. Donc ça demande beaucoup, beaucoup plus de travail. Et bon, on se sert de l'entrevue structurée quand on recherche vraiment des informations très, très, très précises. D'accord? Donc c'est l'objet de l'entrevue structurée. Et forcément, on va adopter aussi un style plus directif dans l'entrevue. Donc, quand l'entrevue est structurée, on a vraiment, comme je le disais, un objectif très clair, très précis. Il faut obtenir ces informations-là. Donc, il faut être plus directif dans l'entrevue et moins se laisser aller à la dimension relationnelle avec l'interviewé.
Les types d'observations associées, allo-observation, bon, vous avez compris que c'est systématique. L'entrevue, on cherche quelque chose. L'entrevue structurée, je parle bien précisément. L'entrevue structurée peut être soit directe ou assistée. Donc, dans certains cas, on n'utilisera pas d'éléments assistés ou de caméra ou d'enregistreuse. Dans certains cas, si la personne accepte, on peut utiliser un enregistreur. C'est une belle façon de pallier au manque lié à la mémoire. Donc, on peut demander des fois, dans certains contextes, à la personne si elle accepte qu'on enregistre avec notre téléphone cellulaire, par exemple, de façon audio, l'entrevue. Donc, à ce moment-là, ça devient assisté. Autrement, ça peut être direct. Et ces participants, on est en relation avec une personne au moment de l'observation, donc on participe à la situation. L'entrevue semi-structurée, eh bien, c'est un mixte entre l'entrevue structurée et non structurée. Ça signifie qu'il y en a une partie de l'entrevue structurée et l'autre partie non structurée, tout simplement. Donc, selon le contexte de l'entrevue, selon qu'on est dans une portion structurée ou non, eh bien, vous allez adopter des éléments que je viens de vous enseigner, soit sur la partie structurée ou non structurée. Alors, c'est très, très simple. Maintenant, l'entrevue non structurée, on va l'utiliser lorsque l'éducateur ne cherche pas d'informations précises. Alors, ça demande moins de travail, on va avoir besoin de moins de minutie dans les questions. On va quand même préparer des questions, hein, parce qu'on cherche quand même quelque chose, mais ça va être moins précis. Ça va être utile l'entrevue non structurée lorsqu'on veut mieux connaître une personne, un groupe, un contexte. C'est parfaitement applicable dans un contexte d'observation générale, entre autres. Donc, comme je le disais, peu de préparation, ça va nous laisser beaucoup plus de place à la spontanéité. Certains aimeront plus l'entrevue non structurée, donc ce format-là d'entrevue. D'autres seront plus à l'aise dans une entrevue au format plus structuré. Ça dépend de chacun. C'est en l'expérimentant que vous allez découvrir là, quel type d'entrevue vous convient le mieux, mais évidemment, ce n'est pas toujours vous qui allez choisir. Donc, évidemment, si vous ne cherchez pas vraiment une information précise, ça serait impertinent d'utiliser une entrevue structurée. Au même type, si vous cherchez des informations très précises et que vous décidez d'utiliser une entrevue non structurée, vous êtes dans le champ. Vous n'avez pas le bon format d'entrevue. Vous utiliseriez à ce moment-là un format qui ne serait pas adapté au contexte. Et comme je le disais, même si il y a plus de spontanéité, on a quand même une intention la plupart du temps. Hein, on veut quand même chercher de l'information. Donc même si on est général, on veut par exemple en savoir plus sur les intérêts de la personne. Donc c'est plus général, mais on cherche quand même souvent, on a quand même une intention là, derrière notre démarche. Donc c'est pas sans aucune intention, c'est ce que je voulais dire. Type d'observation associé à l'entrevue non structurée, prenez note, hein, c'est de l'allo-observation toujours. Systématique, j'ai mis systématique par opposition à général parce qu'on a quand même une intention, mais notez que j'aurais dû l'écrire, en fait, c'est une petite erreur, mais j'aurais pu mettre systématique et général selon le contexte. Donc vous pouvez le noter dans vos notes. Ça va être soit direct ou assisté, au même titre que tout à l'heure avec l'entrevue structurée, hein, assisté avec un enregistreur par exemple ou une caméra. Et ces participants, comme pour l'autre type d'entrevue évidemment, puisqu'on est en relation avec une personne. Donc voilà, ça termine cette vidéo sur le questionnaire et l'entrevue. Vous avez maintenant, avec cette vidéo et la lecture que vous avez faite du processus clinique dans le livre de Landry, vous avez vraiment toutes les informations, donc tous les savoirs essentiels de base à obtenir pour préparer une entrevue et préparer un questionnaire. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est en classe, lors de notre prochain cours, d'expérimenter tout ça en situation concrète. Alors j'espère que ça vous a plu. On revient sur les notions de base lors du prochain cours. Je vais répondre à vos questions. Donc prenez note de vos questions suite à cette vidéo. Si des choses ne sont pas claires, vous avez besoin de précision, on va quand même prendre un temps au début du cours pour regarder ça ensemble. Et par la suite, on laisse place à l'expérimentation.
Alors je vous dis bonne fin de journée ou bonne fin de soirée ou bonne nuit, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao, à bientôt.